Exactement. Ah ben, il est 10h05 GMT. On va démarrer Mhm. progressivement en attendant que les derniers participants nous rejoignent. On démarre en D'accord. général, Lydie, avec un exercice que j'appelle le brise-glace. Ok, tu D'accord. es prête pour le brise-glace de Lydie Vissot? Je suis prête, je suis prête. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop là. Et team entourage, pouvez-vous mettre Lydie en plein écran, s'il vous plaît? Qu'on la voit, elle, en plein écran. Voilà, Lydie en plein écran. Lydie, tu es prête pour tes quatre questions? Quatre questions, je suis C'est prête. quatre questions simples, des réponses simples, rien de travail. De toute façon, la preuve, tu n'as même pas reçu les questions à l'avance. Donc, tu vas juste les découvrir, n'est-ce pas? Ouais, je les découvre. Alors, allons-y. Lydie Vissot, en un mot, c'est quel mot et pourquoi? En un mot, c'est original. Original, pourquoi? Parce qu'il y a deux sens à ça, en tout cas, que j'entends là tout de suite à cet instant-là. C'est original dans le sens authentique. Je suis moi-même en toutes circonstances. Et original aussi dans le sens on va dire, extraordinaire, mais pas extraordinaire, génial, extraordinaire, parce que je sors un petit peu du lot de par plusieurs facettes qu'on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure. Très clair. Et deuxième question, c'est quoi le conseil qui a le plus marqué ton parcours? Si tu dois en retenir un seul. Le conseil qui a le plus marqué mon parcours, euh, ce serait de ne pas se laisser affecter par l'énergie négative des gens. Parce que, juste pour développer, il y a eu plusieurs anecdotes dans ma vie où en tout cas à mes débuts surtout, dans l'aéronautique, dans le poste d'officier pilote de ligne, où j'ai eu à vivre des situations, on va dire, injustifiées, et ça m'a beaucoup affectée émotionnellement, soit sur plusieurs jours, soit sur plusieurs semaines. Et en fait, le conseil qu'on m'a donné, c'est regarde l'état dans lequel tu es maintenant quand tu me racontes. Je pense que la personne qui t'a fait ça, s'est senti comme enfin, se sent encore comme ça maintenant, et même 5 minutes après ce qui t'est arrivé, non. Et donc, à partir de là, ça a vraiment changé ma vie et ma façon de voir les choses et de vivre les situations. Je laisse beaucoup plus couler les choses et c'est ce que je conseille le plus aux gens. Oui, laisser couler les choses. Je note. Pas Troisième tout, question. mais ce qu'on peut laisser Oui. couler, de le laisser couler parce que sinon, ça nous pourrit l'énergie. C'est ça, sinon ça pourrit l'énergie. Troisième question pour toi, Lydie. Là, c'est un peu marrant parce que la question en général, je dis aux experts, quel conseil aurais-tu voulu qu'on donne à Lydie Vissot d'il y a 20 ans? Du coup, dans ton cas, Euh, on a qu'à dire il y a 15 ans alors, peut-être. les sais, il y a 15 ans, hum, il y a 15 ans, ce serait je cherche comment on dit ça en français. Don't dim your light. Hmm. Ne te fais pas petite juste pour les autres. Voilà. Ne te fais pas petite juste pour les autres. Et tu verras, ça paiera. Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore l'ambition, les idées de devenir ce que tu as, le métier que tu fais aujourd'hui, hein, je suppose. Si, 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 j'avais déjà cette ambition-là. J'avais déjà cette Ok. ambition-là. Mais il y a certaines personnes Enfin, j'avais déjà cette ambition-là, mais quand je ne te fais pas petite pour les autres, c'est dans ta manière d'être, dans ta manière de... Je dis pas qu'il faut être excentrique, c'est pas ce que je veux dire, ou se faire entendre dans toutes les pièces où on va, mais juste être soi-même. Parfois, il y a des gens qui supportent pas quand quelqu'un a une énergie ou une présence assez forte, et je sais que ça m'a pas mal impacté il y a 15 ans, il y a 20 ans. Voilà. Ok. Et si tu étais un animal, tu serais lequel et quoi? Quatrième et dernière question. Si j'étais un animal, je serais une lionne. Parce qu'elles ont un caractère certes fort, mais elles peuvent aussi être calmes, dociles et savoir ce qu'elles veulent. La preuve, on le voit dans tous les reportages où on analyse leur comportement. Donc, ouais, ce serait ça, une lionne. Et elles sont courageuses aussi. Très clair. Voilà, on a fini le brise-glace. Tu as vu, c'est pas si difficile comme exercice. Tu as survécu. J'ai survécu, Laisse-moi il n'y avait pas de résumer. problème. Tu vois, non? Laisse-moi résumer du coup Lydie Vissot en quatre questions pour les derniers participants qui nous rejoignent et qui ont manqué le début. Lydie, un Oui. mot, c'est original. Original parce que c'est quelqu'un d'authentique, toutes circonstances, et de quelqu'un d'extraordinaire, dans le bon sens du terme, dans le sens où, à travers son parcours, elle sort du lot. Si
elle devait retenir la leçon principale qui a marqué son parcours, ce serait de ne pas se laisser affecter par l'énergie négative des gens autour de soi. Parce que de par son parcours, elle a dû affronter des situations injustifiées, mais elle a quand même réussi à aller de l'avant. Et son message, c'est de dire, il faut laisser couler les choses, peut-être pas tout, mais il faut bien choisir ses combats pour ne pas se laisser pourrir par l'énergie négative autour de soi. C'est ça. Le conseil que Lydie donnerait à la jeune Lydie d'il y a 15 ans, c'est ne te fais pas petite juste pour les autres dans tous les sens parce que dans sa manière d'être et aussi le fait d'assumer être elle-même, le fait d'assumer être soi-même en tout cas, pour ne pas se conformer à ce qu'on attend ou à ce que son environnement attend de soi. Et enfin, Lydie, en un animal, si c'est un animal, ce serait la lionne. La lionne parce que c'est un caractère fort, c'est courageux, en même temps c'est calme et docile. Donc, toutes ces différentes composantes font ce que Lydie Vissou est aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as très bien résumé dans l'ensemble, merci beaucoup. Je veux juste apporter une nuance au deuxième sens d'extraordinaire. C'est dans Yes. le sens sortir du lot, pas forcément par mon parcours, parce que je suis pas la seule femme pilote, je suis pas la seule à être passée par des épreuves et par des obstacles, on va dire, injustifiés, mais c'était plutôt rien que qui je suis. Tu vois, je suis grande, j'ai la tête rasée, là, ça va, je suis en look standard, mais parfois j'ai un look qui sort de l'ordinaire, donc c'était plus par rapport à ça. Avant même que je commence à parler, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est en ça que je voulais dire extraordinaire. Très clair. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour nos participants. Tout à l'heure, j'ai vu passer des cœurs. Donc, j'espère, n'hésitez pas à envoyer des cœurs. Hein. Ne soyez pas timides aujourd'hui. On vient de faire un brise-glace qui sort du lot, hein, mesdames et messieurs, surtout mesdames, parce que vous êtes là en majorité de ce qu'on a compris. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos réactions, vos sentiments tout au long de cette masterclass. Et avant qu'on démarre la masterclass, Lydie, peut-être, est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'initiative Entourage qui nous réunit aujourd'hui? Oui, alors en effet, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, j'avais pas vu, ça fait plaisir. Et par rapport à l'initiative Entourage, alors du coup, Entourage, c'est une plateforme qui a été créée et mise sur pied par du coup Raodat qui anime cette masterclass aujourd'hui. C'est une plateforme qui permet de mettre en contact des personnes qui sont dans des industries avec des hauts postes et surtout qui ont eu une expérience qui leur permet déjà d'être à un stade où ils transmettent. Il y a différentes industries, différentes entreprises. Et la beauté de cette plateforme-là, c'est que, en effet, je pense que le constat qui t'a fait créer cette plateforme, Raodat, c'est que on n'a pas cette possibilité, malheureusement en Afrique encore, en tout cas en Afrique de l'Ouest surtout, de rentrer en contact avec ces professionnels-là qui ont des hautes expertises, comme on peut le faire en Europe ou en Amérique, ou voire en Asie, où il y a beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires qui sont organisés. Et donc, c'est vraiment ça, l'ambition de plateforme, c'est de pouvoir créer une proximité entre les professionnels et aussi d'autres professionnels ou des aspirants professionnels. Et c'est pour ça que j'ai rejoint avec grand plaisir et grand honneur la plateforme Entourage pour pouvoir transmettre aussi des informations sur mon parcours, sur l'industrie aéronautique, mais pas que. La preuve, vous verrez aujourd'hui que certaines choses qu'on applique peuvent être appliquées dans d'autres domaines. Voilà. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Lydie pour cette présentation d'entourage. Je prends la main sur la conférence pour juste diffuser à l'écran. Tu me dis si tu vois mes slides. Je vais prendre 2 minutes pour du coup présenter entourage à notre audience parce que tous les samedis, l'audience change parce que c'est chaque samedi un expert différent. Donc merci Lydie pour ces mots sur entourage. Comme l'a dit Lydie, je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice d'Entourage. Et Entourage, notre message pour vous, chez Entourage, Lydie et moi, c'est que vous qui avez un projet ambitieux en Afrique aujourd'hui, projet de carrière ou même projet d'entrepreneur, hein, et qui avez besoin de conseils fiables, et vous êtes à la recherche de ces conseils fiables, ben, arrêtez de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts. Voici ici un échantillon de visages d'experts qui nous ont fait confiance dès le démarrage. C'est des visages de personnes qui sont reconnues hein, comme Lydie le disait, comme les meilleurs de leur domaine qui ne sont pas très disponibles, pas très accessibles, mais qui veulent quand même transmettre. Et ils ont comme vision de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan et surtout d'accélérer votre trajectoire à vous en Afrique, car ils sont des devanciers, des décideurs,
et des facilitateurs qui aujourd'hui sont prêts à transmettre leur savoir pour vous permettre d'avoir les mêmes succès qu'eux ou peut-être même vous éviter de faire les échecs que eux ont rencontrés durant leur parcours. Donc, ça se passe sur www.entourage.africa. Le lien de la plateforme est dans le chat. Et comment ça marche? C'est très simple. Nous, chaque mois, on va référencier, on va dénicher des experts comme Nidhi qu'on va convaincre pour qu'ils rejoignent la plateforme. Aujourd'hui, on a 96 experts parce que hier, on a rajouté deux nouveaux experts sur le réseau. Donc, on a 96 experts de premier plan qui sont sur la plateforme, qui ont travaillé sur différentes géographies, différents pays en Afrique, qui couvrent une trentaine de secteurs. Tout ça pour dire quoi? On est quasiment sûr chez Entourage que, en fonction de votre besoin, l'expert dont vous avez besoin sera sur la plateforme. Donc, www.entourage.africa, ça marche de manière très simple. Vous allez sur la plateforme, vous réservez votre appel vidéo en one-to-one avec l'expert, ce qui dure 30 minutes ou 1 heure, et vous posez vos questions et vous repartez de là avec des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business en Afrique. C'est aussi simple que ça. Dorénavant, vous accédez à des experts de qualité, d'habitude inaccessibles. Vous obtenez des conseils personnalisés et ainsi vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement en Afrique. Ça fait plus de 14 mois maintenant qu'on existe et qu'on accompagne nos clients qui disent que leur parcours est transformé et c'est des trajectoires qu'on a accélérées à travers Entourage. Nos clients évaluent les experts à la fin de chaque session et ils en sont contents. Ils se disent capables d'oser pour aller beaucoup plus vite en Afrique. C'est ça, Entourage. Et récemment, on a lancé Entourage Plus, qui est un espace de réussite pour accélérer la trajectoire de nos membres premium, si je peux le dire comme ça, pour vous apprendre à répliquer le parcours des vrais succès africains. À travers Entourage Plus, vous allez apprendre des leaders à travers des études de cas qu'on va vous rédiger sur le parcours et les stratégies mises en place, par exemple, par Lydie, qu'on fera ensemble aujourd'hui. Vous allez également échanger avec les experts. On invite un expert qui vienne répondre de manière en petit comité à nos questions, nous, les membres premium. Vous allez également dîner à la table de nos experts. Donc, quand les experts voyagent, on pourra organiser des petits dîners privés pour que vous puissiez bénéficier de leurs conseils, soit de mentorat de groupe. Et enfin, bien sûr, nous, les membres entre nous, on réseaute également pour espérer devenir des futurs leaders comme nos experts de haut niveau sur Entourage. Donc, voilà un petit peu Entourage Plus en quelques mots. J'aurai l'occasion de vous le présenter à la fin de la session. Et le lien pour découvrir Entourage Plus est dans le chat également. C'est un espace sous forme d'abonnement mensuel ou annuel à votre disposition. Et tous les samedis, afin d'atteindre notre mission, qui est de démocratiser l'accès à l'expertise de haut niveau, nos experts jouent le jeu. Ils viennent gratuitement nous former, nous élever sur la thématique de prédilection. Et ce samedi, c'est Madame Lydie Vissot qui nous fait l'honneur de nous sensibiliser, de nous former, de nous partager ses best practices sur la thématique maîtriser la pression en environnement critique. Lydie, la parole est à toi. J'arrête mon partage d'écran. Merci beaucoup pour cette présentation, Aoudat. Alors, tu arrêtes ton partage d'écran et donc moi, j'active le mien Tout à fait. qui est ici. Tac. Je te dis dès que ça vient. Oui, 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 c'est en train de se lancer. Ça tourne, ça tourne. Ah, OK. alors ça dit que ça diffuse sur Zoom. Alors, je regarde. Oui, on voit ton écran, ça c'est sûr. Mon écran. Voilà, on voit la présentation là. Ok, alors attends. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, par contre, ce qui est bizarre, on voit deux caméras de toi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas trop grave. Une caméra de moi. Alors moi, je me vois en une seule. Vous voyez deux caméras là? Ouais, en tout cas chez moi, oui, mais c'est pas handicapant, hein. On peut avancer sur ça. Alors, on va Mm. peut-être juste vérifier si les participants aussi voient deux caméras parce que pour eux, ça peut l'être peut-être. Regardez. Ils disent que c'est bon, pour eux, c'est bon. Ils ont fait des Ici, pouces. c'est bon. Ça Oui, ne pour eux, dérange c'est pas à date si on continue non, comme moi, ça? ça me dérange pas du tout. On peut y aller. D'accord, Tous les alors. participants, ils ont fait des pouces, donc c'est bon pour eux. Parfait. D'accord. Alors attends, je vais juste pour être sûr de vérifier, de respecter le chrono. Niveau timing, bah, ça fait partie des Non, choses. t'inquiète pas, Je oui. lance un chrono. Allez hop. C'est parti. Donc bonjour à tous. En effet, comme l'a introduit Raodat, on est ensemble ce matin pour parler de comment maîtriser la pression en environnement critique. Dans le cadre de cette masterclass-là, je vais vous faire cette keynote pendant 20 minutes. Donc, hop, au sommaire,
on va déjà définir ce que c'est un environnement critique, repasser un petit peu les éléments clés et ensuite aborder les trois thèmes principaux qui ont été annoncés pour cette masterclass. Donc, la préparation mentale, la prise de décision et la résilience. Ce sont trois choses cruciales dans l'exercice de mon métier, mais comme on le disait tout à l'heure, ça peut aussi déjà s'appliquer à soi-même pour certaines des notions qu'on va aborder et aussi s'appliquer dans le cadre du travail en dehors de l'industrie aéronautique. Et puis aussi, selon les exemples que je vais donner, vous pourrez tout à fait les compléter dans le chat et puis ensuite quand on pourra échanger. Alors, donc un environnement critique. Un environnement critique, c'est un environnement où la sécurité est la priorité. La sécurité prime sur tout. Euh, donc, chaque décision, en tout cas, beaucoup des décisions qui sont prises peuvent avoir un fort, voire très fort impact. Pour nous, bah, malheureusement, vous connaissez les conséquences dans le cadre du métier de pilote de ligne. Il peut y avoir on appelle soit des incidents ou soit des accidents selon les conséquences. Et dans le cadre des industries en général, ça peut être des forts dégâts ou dommages matériels, humains, ou au niveau des affaires, au niveau du business. Un environnement critique, c'est un environnement complexe où il y a différents systèmes qui peuvent être impliqués. On en parlera tout à l'heure. Il y a une faible marge d'erreur. On parle souvent de chaîne. Il y a différents maillons et souvent tout se passe bien qu'il y ait pu avoir une erreur par ici, un oubli par là. Et malheureusement, quand on remonte la chaîne d'occurrence des incidents ou des accidents, on se rend compte que en fait, ça a failli à plusieurs endroits. Et une erreur, un oubli, une erreur, un oubli mis bout à bout cause parfois des événements avec des graves conséquences. Donc, faible marge d'erreur au niveau de responsabilité, évidemment, selon sa position dans la chaîne, selon la position hiérarchique qu'on a. Mais dans tous les cas, à partir du moment où il y a une chaîne opérationnelle, tous les maillons sont importants, bien que certains aient des fonctions plus décisionnelles que d'autres. C'est du travail collectif, on dépend tous les uns des autres. Les procédures sont assez strictes quand il s'agit de régir tout ce qui doit se faire dans le cadre du travail dans cet environnement-là. La surveillance est constante. Alors, j'ai mis en parenthèse individu, entreprise, autorité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la responsabilité individuelle de se préparer à son travail et de s'assurer qu'on le fait correctement. Donc, on se surveille soi-même. C'est établir des réflexes, déjà suivre les procédures comme il se doit, et ensuite s'assurer de les respecter et de faire les remontées nécessaires qu'il faut faire au niveau individuel pour que la collectivité avance et fonctionne correctement. Surveillance aussi de l'entreprise, c'est normal que des procédures soient mises en place pour s'assurer que les procédures sont respectées, que les employés aussi sont dans des conditions adéquates pour réaliser le travail comme il se doit. On parlait tout à l'heure des auto-entrepreneurs. Bah, là, dans ce cas-là, ça va être à eux-mêmes de s'assurer de tout ça. Et enfin, autorité. Par exemple, pour moi, c'est les autorités nationales, internationales, régionales d'aviation civile qui établissent les lois, les législations et qui s'assurent qu'elles sont appliquées dans les différentes compagnies aériennes ou autres, ou instances aériennes. Et pareil, on sait bien que là, on parlait de banque et finances notamment, il y a des instances qui surveillent le bon fonctionnement et le bon respect des procédures mises en place. Voilà, dans un environnement critique, évidemment, puisque les systèmes sont complexes, les procédures sont strictes et qu'il y a une surveillance, il y a de nombreuses contraintes qui sont à connaître et à respecter. Et enfin, évidemment, un travail dans cet environnement-là critique crée un stress qui est inévitable. Donc, pour faire face à ça, je l'ai mis en rouge, vous imaginez bien, il faut de la rigueur, des capacités d'adaptation aux personnes, aux procédures, euh, aux environnements, aux différentes situations, du sang-froid pour pouvoir affronter tout ça et appliquer les choses qu'on a apprises, une bonne capacité de communication, justement avec les gens avec lesquels on se sera adapté, et enfin de l'honnêteté intellectuelle. Savoir reconnaître ses erreurs, les admettre, pouvoir en faire part à ses collègues ou à sa hiérarchie, toujours dans le but de la réussite collective.
Est-ce que je peux continuer? Tout à fait. Ok. Donc, deuxième thème, la préparation mentale. Euh, j'ai fait un petit clin d'œil avec une photo de Cotonou, tu verras Raodat. C'était en approche à Cotonou. C'est Euh, préparation mentale, parce qu'il faut être préparé justement à travailler dans ce genre d'environnement pour ne pas se faire surprendre, pour, en cas de surprise, garder ses capacités cognitives, ses capacités réactives, ses capacités de réflexion aussi. Donc, préparation mentale, j'aurais aimé pouvoir vous faire afficher les quatre différents points différemment, mais malheureusement, c'est pas possible aujourd'hui. Donc, première chose, fiche de poste. En aéronautique, on ne parle pas vraiment de fiche de poste, mais je sais que dans le management, dans le marketing, dans la communication, j'ai souvent entendu ça. Donc, pour que tout le monde se reconnaisse, fiche de poste, savoir quelles sont nos missions en tant que travailleur. Donc, là aussi, entrepreneur, employé, ça s'applique. Donc, fiche de poste, quelles sont nos missions, quelles sont les tâches à effectuer, quels sont les objectifs à réaliser, quelles sont les compétences qu'il faut mettre au profit de ces missions pour pouvoir les réaliser comme il se doit, ou en tout cas du mieux possible, et les qualités humaines à avoir. En sachant cela, la préparation mentale, elle va consister à s'assurer qu'on est bien au courant de ces trois choses, faire un bilan avec nous-mêmes pour voir si on a ces compétences-là, ou si on les a toujours, si on a une perte de compétences parce qu'on est à ce poste-là depuis quelques temps, on a eu un petit laisser-aller, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu soit nos procédures ou qu'on ne s'est pas tenu à jour de ce qui se passe dans l'industrie ou dans notre entreprise. Et enfin, les qualités humaines, parce que voilà, on change tous avec le temps, ce sont nos expériences de vie qui nous forment, qui nous forgent aussi au fur et à mesure du temps. Donc voilà, se faire un bilan avec soi-même et voir où on en est par rapport à ça et si possible faire les ajustements nécessaires. Ensuite, l'environnement. Après avoir préparé ce qu'on doit faire dans le cadre de notre travail, il faut savoir où et dans quel contexte on va avoir à exercer. Donc, le type d'opération, par exemple l'aéronautique, on va parler de long courrier, moyen courrier. Est-ce que on est basé sur un grand aéroport, un petit? Est-ce qu'il y a des procédures particulières? Donc voilà, les spécificités, ça peut être ça. Ça peut être dans la réalisation, par exemple, banque et finance, il y a certains process qui sont identiques selon les banques et d'autres qui ne le sont pas. Dans d'autres domaines, pareil, il y a toujours des spécificités à connaître. Répartition des tâches. En plus de savoir ce que nous, on doit faire, c'est important de savoir aussi ce que chacun, euh, parmi les différents métiers autour de nous, doit faire pour savoir à quoi s'attendre, de qui et quand. Et enfin, la législation, savoir quelles sont les lois, les réglementations qui régissent notre travail et l'environnement dans lequel on évolue. Tout ça, c'est de la préparation mentale pour ne pas être surpris sur des choses qui forment le socle de notre travail. Ensuite, connaître son outil de travail. Donc, j'ai mis machine parce que moi, par exemple, ce sont des avions, ça peut être des voitures, ça peut être des équipements médicaux, équipements, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est dans la coiffure, il faut qu'il connaisse, ne serait-ce que, là, c'est vraiment pour le basique, pour que vous sachiez que ça fonctionne avec tout. Les équipements, ça peut être, par exemple, la tondeuse d'un coiffeur qui doit savoir comment la régler, comment l'utiliser. Et les logiciels aussi sont des outils de travail. Comment ils fonctionnent, quelles sont les pannes possibles, comment les gérer, et sinon, qui contacter pour le faire. Et enfin, les procédures qui vont avec. Donc, préparation mentale, les procédures, certaines sont à savoir trouver dans les manuels, dans les livres, dans les documents qu'on a. Et certaines sont à connaître par cœur. Nous, par exemple, en situation de stress, en situation d'urgence, on n'a pas le temps pour certaines situations de sortir un livre ou sortir notre tablette pour voir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc la préparation mentale, c'est ça, s'assurer aussi qu'on connaît par cœur ce qu'on doit connaître et qu'on peut le restituer quand on en aura besoin. Enfin, facteur humain, donc confiance de soi, j'en ai parlé quand même tout à l'heure par rapport à où on en est humainement, psychologiquement, parce que se connaître aussi, ça fait qu'on peut savoir par exemple si on est très stressé ou qu'il nous arrive des choses en ce moment dans la vie qui font qu'on va être un petit peu plus à vif, avoir les nerfs à vif,
Et dans ce cas-là, on va faire un peu plus attention à comment on va prendre la communication d'un collègue, d'un collaborateur, sachant qu'on est peut-être nous-mêmes un peu dans l'émotion plutôt que dans le factuel. Voilà, donc ça permettra une communication efficace. Et enfin, spécificité culturelle, pour ceux qui évoluent dans des domaines où il y a beaucoup de cultures différentes, ou alors qui sont eux-mêmes dans un pays ou dans une région qui n'est pas la leur. Et il y a des coutumes, il y a des habitudes, il y a des choses spécifiques culturelles qui font que si on ne les connaît pas ou si on ne s'adapte pas, ça peut créer des petites frictions. Euh, on parlait de la spécificité Afrique, par exemple. Moi, quelque chose que j'ai eu à apprendre, ayant grandi en France, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est comment gérer entre ma position hiérarchique avec certaines personnes qui sont plus âgées que moi, connaissant le rapport qu'on a aux aînés et le respect qui leur est dû. Donc parfois, je pouvais parler à des gens auxquels je dois demander quelque chose ou demander de faire quelque chose, sachant qu'ils ont l'âge d'être un parent, voire un grand-parent. Autre spécificité culturelle, en Inde, par exemple, le signe de la tête pour dire oui, ça correspond à peu près dans la plupart des cultures au non. Donc, pour dire non, on a l'habitude de faire ça, alors que hocher la tête comme ça, en Inde, c'est oui. Donc, si on ne fait pas attention, il peut y avoir des incompréhensions. Voilà pour la préparation mentale. J'ai 20 minutes, donc je ne peux pas tout vous expliquer en détail, mais je pense que j'ai bien dégrossi tout ça. Prise de décision. Prise de décision, là, ce que je vous ai montré, donc c'est un nuage qu'on appelle un cumulonimbus, qui est plutôt à éviter si on veut pas de turbulence et si on veut pas de dégâts aux avions. Et une photo d'un geste qu'on peut faire selon les situations. Donc la prise de décision, quelque chose qui est très important dans un environnement critique, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser submerger par le stress. Et quand on dit un stress, ça peut être le pic d'adrénaline parce qu'il y a une situation surprenante, une situation anormale, pas forcément grave, mais anormale, qui sort des clous. Et le but, c'est de ne pas perdre ses moyens. Et pour ne pas perdre ses moyens, pardon, une des choses qu'on nous apprend en aéronautique, je l'ai mis en anglais parce que même dans les endroits où on parle français, on dit ça, c'est sit on your hands. Donc, sit on your hands, là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est vraiment, prenez vos deux mains et vous les mettez sous vos cuisses. Et je vous assure qu'on le fait. Et je l'ai déjà vu faire plusieurs fois dans des situations où on a pu avoir besoin de temporiser parce qu'il y avait une situation à gérer. On a tous les deux mis nos mains sous les cuisses et on a attendu. Un, 2, 3, 4, jusqu'à 10 secondes. Ça peut paraître long, mais dans une situation comme ça, juste se poser, ça permet déjà de se poser son esprit et ça permet aussi à la situation de peut-être se résorber. Parfois, pour ceux qui utilisent l'informatique ou bien, oui, l'informatique, des ordinateurs, des endroits où il y a des messages, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des alarmes qu'on appelle intempestives et en attendant 10 secondes, elles disparaissent. On ne s'est pas précipité pour gérer quelque chose, pour éteindre quelque chose, pour appeler quelqu'un et déclencher un plan d'urgence, par exemple. Et nous aussi, on a temporisé et on s'est calmé. Donc, dans la prise de décision, il y a plusieurs steps. Je vous les ai mis en 4 groupes. Donc, premièrement, l'analyse. Ça commence par la temporisation, comme je vous ai dit. Et ensuite, vérifier quelles ressources on a. Selon les domaines, ça peut être des ressources techniques, ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources, quand je dis humaines, en staff, en personnel, nous-mêmes, quelles ressources on a, est-ce qu'on se sent de faire les choses? Et si ce n'est pas le cas, peut-être laisser son collègue ou sa collègue le faire. Ça dépend évidemment des situations, mais je pense que vous voyez l'image que j'ai. Analyser quelles sont les contraintes et les risques selon les options qu'on peut envisager. Pour cela, on a différentes techniques en aéronautique. On peut se faire des petits tableaux avec des plus et des moins. On peut aussi juste faire des listes. Ensuite, pour décider, il faut communiquer. Si évidemment, il y a la possibilité de parler avec quelqu'un, si on n'est pas seul dans une capsule. Mais si c'est possible, communiquer. Pourquoi? Ça permet d'avoir l'apport et parfois des nouvelles informations, des nouveaux points de vue, et ainsi de pouvoir remodeler son plan, remodeler et revoir les ressources, les contraintes ou les risques qu'on a.
Ensuite, une fois qu'on prend la décision ensemble ou bien seul, sachant qu'on a pesé les pour et les contre, on répartit les tâches et ensuite on exécute. On exécute, sachant que la préparation mentale dont on a parlé avant fera qu'on sait chacun ce qu'on doit faire, quand le faire, comment le faire. En la suite, 3, revoir. Revoir, c'est-à-dire revoir sa décision. Parce qu'on peut être dans des contextes évolutifs. Par exemple, dans l'avion, bah, on est à un instant T, une seconde, et quelques secondes après, on n'est pas au même endroit, on vient peut-être d'avoir passé une frontière, on n'a peut-être plus les mêmes équipements techniques qui fonctionnent. Donc à chaque fois, il faut revoir dans quel contexte on se retrouve et vérifier si la décision qu'on a prise est toujours valide ou bien si elle n'est plus adaptée. Et dans ce cas-là, établir un nouveau plan en appliquant toujours le step 1 et le step 2. Enfin, certes, il faut savoir revoir sa décision, mais il faut aussi savoir renoncer. Donc, l'honnêteté intellectuelle exige, comme je vous ai dit, que les erreurs soient reconnues. C'est une chose de reconnaître son erreur. On peut la reconnaître et ne rien dire, mais il faut dire. Dans un environnement critique, toute chose non dite peut avoir des grandes ampleurs, peut-être pas dans la seconde, peut-être pas dans la minute. Pour nous, peut-être pas sur ce vol-là, mais une chose non dite peut avoir des conséquences parce que ça va se dégrader au fur et à mesure des vols et ensuite ça va créer un problème. Pour vous, pareil, dans la banque, dans la finance, dans le marketing, dans le management, dans le marketing, si vous travaillez sur un projet avec différentes équipes, comme ça peut se faire, et une équipe se rend compte que franchement, il y a quelque chose sur lequel ça n'est pas passé, mais ils n'osent pas le dire, ça va forcément bloquer à un endroit et ça va peut-être mettre le projet à l'eau. Donc, honnêteté intellectuelle, toujours, et même avec soi-même, si on est avec soi-même en tant qu'entrepreneur, mais avec soi-même dans un cadre de travail collectif. Et responsabilité légale, parce qu'il y a certaines industries, comme la mienne, où, comme on a dit, une erreur, un oubli, un non-dit peut avoir des très grandes conséquences et on est responsable pénalement de ce qui peut arriver. Dans le renoncement, par exemple, il y a cette notion de, en dehors de situation d'urgence, situation anormale, c'est par exemple se lever un matin et on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas bien. On n'y est pas, on se sent pas forcément d'aller au travail. Il y a quelque chose qui nous travaille. On ne sait pas quoi. Mais par exemple, dans mon métier, c'est indispensable de savoir renoncer à aller au travail, savoir renoncer à faire un vol, même si on rêvait de ce vol depuis 2 mois parce qu'on sait qu'on va à Zanzibar. Ce jour-là, si tu sais que tu n'as pas tes capacités à 100% pour réaliser ta mission et peut-être être là en cas de problème, c'est un devoir légal de ne pas mettre en danger la vie d'autrui, les équipes, les équipements et les biens de la compagnie et l'intérêt de la compagnie. C'est un devoir légal de se reporter unfit. Donc, incapable de, en tout cas, pas dans les bonnes dispositions pour travailler. Et on ne peut pas nous le reprocher. Au contraire, on va nous remercier d'avoir mis la sécurité des vols, des équipages et des personnes et des biens en priorité. Voilà. Résilience. La résilience, c'est la clé de tout. La résilience, on la retrouve dans tout ce dont j'ai parlé. La résilience, c'est ce qui nous permet justement de savoir qu'il faut qu'on se prépare mentalement, de faire le travail, en particulier le travail sur nous-mêmes. Il y a parfois des choses qui sont dures à accepter par rapport au fait, comme j'ai dit, qu'on change, par rapport au fait qu'on n'est pas toujours au top. Et il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir reconnaître que on s'est pas mis à jour des procédures ou que il y a un des sujets là en ce moment en entreprise, marketing, communication, médical, où il y a une dernière machine qui est arrivée. Franchement, je la maîtrise pas trop et je me sens pas de l'utiliser avec les clients, mais j'ose pas le dire. Ça, il faut voir ça avec soi-même et faire le travail nécessaire pour arriver à ne plus en être à ce stade-là. Et la résilience, c'est continuer, c'est se relever malgré les échecs, malgré les situations. Et justement, ces situations-là, il faut les analyser et voir ce qui peut être mieux fait ou pas répété en tout cas. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va terminer. Donc, la résilience. La gestion du stress. Le stress, c'est pas forcément une mauvaise chose. Souvent, on en parle et on voit ça comme quelque chose qui
qui nous empêche de réaliser les choses comme il se doit. Mais le stress peut être moteur. On peut être stressé parce qu'on a notre deadline qui arrive et on n'a pas terminé, ou alors on est sur le point de le faire, mais on veut vraiment bien faire les choses. Ça peut être un moteur qui va nous pousser à nous donner au maximum. Mais là où ce n'est pas bien, c'est quand ça devient un frein, quand ça nous pénalise, parfois quand ça nous... c'est limite si on ne se retrouve pas immobilisé par le stress. Et sur ça, il faut travailler. Donc l'introspection fait que on apprend comment on réagit en situation de stress. Dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des stress. On est en retard, vous avez un rendez-vous médical, mais vous êtes en retard et vous savez que c'est un spécialiste que vous attendez depuis 2 mois. Si vous êtes en retard depuis plus de 15 minutes, euh, il ne vous prend pas et vous allez en avoir encore pour quelques mois. Ça, par exemple, c'est une situation banale, mais chacun réagit différemment à ça. Il y en a qui vont être dans tous leurs états, il y en a qui vont être tranquilles. Ça, c'est important de le savoir. C'est juste un exemple comme ça que je vous donne. Son introspection pour pouvoir ensuite mettre en place des techniques pour gérer ce stress-là au mieux pour qu'il ne nous impacte pas négativement. Dans les techniques, par exemple, qui sont utilisées, donc je vous ai parlé du sit on your hands, qui marche vraiment pas mal. Essayez prochainement si vous avez quelque chose qui vous met un petit stress ou qui vous met dans une situation inconfortable. Essayez ce sit on your hands. Ça, vous verrez ce que ça vous procure comme calme, normalement. Il y a aussi la technique de respiration. Il y a différentes techniques, soit plusieurs inspirations, plusieurs expirations, par le nez, par la bouche. Il y a aussi la technique de respiration ventrale, qui est enseignée surtout pour les sportifs, pour les gens qui sont dans des domaines où le stress est très important, et je pense que vous l'êtes presque tous. Ensuite, briefing, débriefing. Donc, les briefings, on en fait évidemment en aéronautique pour aborder ensemble avec les collègues les points clés, mais c'est surtout pour activer la mémoire à court terme. On parle des choses à faire en cas d'urgence. On parle des attitudes clés. Pour vous dire quelque chose texto, par exemple, ça va être, OK, on décolle. Au cas où on perd un moteur, en cas de panne moteur, on reste au cap, on maintient cette trajectoire, on demande telle altitude, ce sera un virage par la droite, on fera ci, on fera ça. Comme ça, ce sont des actions claires et des actions clés très précises avec une répartition des tâches, comme je l'ai dit, qui sera bien définie. Comme ça, si jamais ça arrive, on n'a pas à se demander ce qu'on va faire. Chacun sait ce que l'autre va faire, on les fait et ensuite on applique les procédures ou on discute ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Et les briefings, certes, ça peut prendre cette forme-là en aéronautique, dans le médical, avant une opération, banque ou finance, avant une opération de la banque, de l'agence ou bien du groupe bancaire qui est là. Pareil pour, je pense par exemple, les gens qui sont dans le droit, dans le légal, il y a des briefings aussi qui sont faits. Mais briefings, ça peut être aussi des affirmations positives. Se faire un briefing à soi-même, des affirmations positives, je suis comme ça. Soit il y en a qui aiment se dire je suis forte, je ne suis pas stressée alors qu'ils sont stressés, je peux le faire, des choses qui vont vous permettre de vous motiver. Ça aussi, c'est un briefing et c'est quelque chose qui parle au cerveau. C'est-à-dire que même si quelqu'un est stressé, s'il dit je peux le faire, ou la personne doute je peux le faire, ou aujourd'hui je vais réussir mon entretien, ou je vais réussir cette mission, ou je vais décrocher ce contrat ou ce deal-là, le cerveau imprime tout ce qu'on se dit et entend ce qu'on se dit. C'est une forme de briefing qui peut marcher. Et ensuite, débriefing. Le débriefing, c'est analyser sa performance, analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'on peut refaire. Ça, c'est très important. Il y a des cultures où on est beaucoup dans le négatif, mais c'est très important de savoir et de reconnaître ce qui a été bien fait pour le refaire, pour transmettre et diffuser les bonnes pratiques. Et pour voir aussi évidemment là où on n'a pas été aussi efficace, là où on n'a pas été aussi performant, là où on aurait pu faire quelque chose d'autre, là où on aurait pu dire quelque chose d'autre. Euh, ça fait partie de la résilience. Être toujours en constante amélioration et en perpétuel renouvellement. Et enfin, last but not least, santé mentale. Je l'ai mis en rouge. On est dans une ère où, heureusement, on en parle de plus en plus, mais la santé mentale, euh, je pense que c'est là vraiment la base de la résilience. Bien qu'on dit que les gens les plus forts, en fait, peuvent parfois ne pas l'être quand ils sont seuls, mais
la santé mentale va faire que si on est bien dans sa vie, si on est bien dans son corps, dans son esprit, on va pouvoir performer au plus haut niveau. Et pour ça, il faut avoir un bon équilibre, en tout cas celui qui nous correspond, entre vie personnelle et vie professionnelle. Pour ça, il faut se garder du temps pour soi. On n'a pas besoin d'aller forcément jouer au foot dès qu'on finit le travail, mais garder du temps pour soi, faire ce qu'on veut, pratiquer ses passions, ses loisirs, ses hobbies, et savoir et surtout ne pas hésiter à contacter les personnes ou les groupes ressources, les gens qui peuvent nous aider, les gens qui peuvent nous écouter, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très important il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, on parlait de quelqu'un qui va pas très bien et qui ne parle pas beaucoup en ce moment. Et il m'a dit, mais tu sais, le mal a dit. Le mal a dit. Le mal doit se dire. Quand on garde les choses, quand on les intériorise, eh bien, on parlait de se pourrir l'énergie. L'énergie intérieure, euh, c'est ce qui va influencer beaucoup notre énergie extérieure. Et dans l'énergie, on parle certes de l'énergie, on va dire, en esprit, ce qu'on dégage, et l'énergie aussi qu'on aura à performer comme il le faut. Donc voilà, ne pas hésiter à allier vie professionnelle, vie personnelle, et à parler à quelqu'un qui peut nous aider, soit quelqu'un qu'on connaît, soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, en tout cas quelqu'un avec qui on est à l'aise pour pouvoir se libérer et performer au meilleur niveau. Voilà. À bientôt sur Entourage. Bah, déjà dans le chat et puis sur Entourage aussi. Waouh, merci beaucoup Lydie. Je pense que tu vois les réactions que les Non, participants. je ne les vois pas. Je pense qu'il faut que tu arrêtes ton partage pour voir les réactions. Quand tu as ton slide en partagé, tu ne vois pas les différentes réactions. Ah là, tu vois maintenant. Attends, parce que je vois pas. Je vois fin du diaporama. Attends. Voilà. Ah, Est-ce c'est que bon, je maintenant? vois. Voilà. Depuis, ils envoyaient déjà des cœurs, des Ah oui? félicitations. Ouais, ouais, depuis tout à l'heure, ils font ça. Oui. Et avant, mesdames et messieurs, le Q&R est ouvert. Un Q&R est ouvert pour les questions. Vous pourrez poser vos questions. Lydie répondra à quelques questions un petit peu vers la fin de la séance. Avant cela, on va faire l'étude de cas. Mais avant d'aller plus loin, Lydie, j'aimerais juste que tu réinsistes sur certaines notions parce que tout ce que tu as dit, c'est très clair par rapport à ton boulot. C'est normal même dans ton boulot que tu maîtrises toutes ces techniques et que tu aies mis en place tous ces outils. Mais j'aimerais que tu réinsistes en montrant que, parce que dans les premiers slides, tu as parlé de c'est quoi un environnement qu'on appelle un contexte critique. J'aimerais que tu réinsistes en montrant que, parce que tout à l'heure, tu as pris l'exemple de la coiffeuse. Est-ce qu'une coiffeuse, on considère que c'est quelqu'un qui évolue dans un environnement critique? Est-ce qu'une vendeuse ou un vendeur en supermarché qui est client-facing, je me rappelle pendant le Covid, par exemple, tu te rappelles, les supermarchés, ils avaient tous des vitres en plexiglas, pardon. Est-ce qu'on considère que c'est quelqu'un qui évolue en environnement critique j'aimerais que tu, voilà, que tu démocratise ce qu'on appelle l'environnement critique pour que tous les participants comprennent que ce n'est pas uniquement lié à ton boulot, même si tu as plein d'exemples, mais pour qu'ils comprennent de manière concrète. Ouais, D'accord. Alors oui, en effet, l'exemple de la tondeuse et du coiffeur, c'était vraiment pour montrer que c'est la base, connaître son outil de travail. Donc certes, quelqu'un qui est dans un salon de coiffure, on ne s'imagine pas que la personne est sous grand stress, qu'il y a des contraintes, que, bon certes, il y a la ponctualité, il y a les rendez-vous, mais il n'y a pas une complexité telle que celle que j'ai pu décrire en aéronautique ou en banque ou en finance ou en marketing stratégique et autres. Mais ce que je voulais dire, c'était que la base, c'est de connaître son travail et de connaître avec quoi on doit travailler. Et là où ça peut... Alors, environnement critique, on voit tout de suite quelque chose où il y a des choses partout qui se passent, mais environnement critique, là où, enfin, je pense que c'est là où tu voulais aller quand tu dis que tout peut être démocratisé, enfin, que ça peut être démocratisé et que les choses peuvent devenir critiques à l'échelle de chacun. Si on prend un coiffeur et qu'il se rend compte que ce qu'il est en train de faire, soit ça ne correspond pas au client ou à la cliente, ou bien qu'il s'est complètement trompé ou qu'il n'a pas compris, ça aussi, c'est reconnaître son erreur. Il n'a pas compris ce que la personne voulait. Il ou elle commence à faire sa coupe, par exemple, c'est pas du tout ce qui est demandé. Tac, les cheveux sont coupés trop courts. On fait quoi? Il faut gérer le facteur humain, la personne qui est dans tous ses états. Il faut essayer de s'adapter déjà à comment la personne est dans ses états, dans tous ses états. Il y en a qui crient, il y en a qui vont ne pas parler, il y en a qui vont se jeter. Ça, c'est s'adapter. Ensuite, s'adapter à la situation. Ok, j'ai pas compris. Donc, reconnaître que j'ai pas compris, ne pas dire comme certains, mais non, mais vous m'avez dit ça, c'est ça, c'est ça. Reconnaître ses erreurs. Tu vois, là, je suis en train de montrer comment ça peut s'adapter c'est ça, à tout. exactement. L'environnement critique, c'est quelque chose qui te met un stress. Et le C'est ça. stress, t'as pas besoin que ce soit la folie furieuse autour de toi.
C'est ça. Donc, s'adapter, les gens font des pouces, c'est ça? Oui, parce que tu vois, là, on comprend encore mieux, quoi, tu vois. Avec D'accord, ces d'accord. exemples. Donc, du coup, s'adapter à cette situation-là, donc j'en étais à là, voir quel coupe on peut faire à partir de Comment tu peux l'étape. rattraper la chose, du coup, Comment c'est tu peux ça? rattraper et c'est pas juste comment toi ça va t'arranger de rattraper. Il faut que ça plaise à ta cliente ou à ton client, tu vois. Donc il y a ça. Ensuite, il y a toute la gestion de la situation, parce que là, du coup, je suis pas coiffeuse, mais c'est un métier de relationnel. Et il faut que tu gères l'expérience client. Comment tu vas faire pour que la personne, elle sorte pas dans tous ces états comme tu l'as mise, tu C'est vois? ça. Comment tu vas gérer les choses? Tu vas devoir communiquer avec elle. Tu vas ensuite mettre en place pardon, une stratégie pour que la personne ne sorte pas, pour aller dire à tout le monde de ne plus jamais aller là-bas, pour que la personne revienne et toi-même, ensuite, tu vas faire ton analyse de oh là là, soit j'ai pas compris, ça veut dire qu'en fait, je savais pas forcément ce que ça voulait dire ce terme-là. Ça veut dire que soit j'étais distraite et je peux écouter la dame, j'ai dit oui, 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 plus tard je ferai attention et je m'attellerai à bien écouter le ou la cliente ou alors à le faire ou la faire répéter. Tu vois, et c'est dans tout ça que enfin, comme tu l'as dit, certes, je connais, et puis avec la contrainte de temps, il fallait que je brosse, mais cet exemple-là, je l'ai pris, c'est très basique, mais C'est je ça. ne sais pas si vous êtes d'accord, vous pouvez nous dire dans le chat, mais ça peut s'adapter à tout le monde. Et tu vois, par exemple, un entrepreneur, quand je disais que il y a la rigueur, il y a la self-discipline, c'est de se faire tout ce briefing-là avec soi-même. C'est ça. Dans un salon, on peut se dire que la personne n'est pas forcément toute seule, qu'il va avoir soit d'autres clients, soit d'autres collègues qui vont leur dire, bon là, t'as pas assuré, la personne, elle t'a bien dit ça, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est ce que tu Tu voulais as dire? répondu à ma question. J'ai vu aussi les pouces des participants. Donc là, je pense qu'ils ils abordent dans l'autre sens. Et je pense qu'un autre point que tu as soulevé dans la réponse à cette question et qui fait écho à ta keynote, c'est l'importance de la préparation mentale. Parce que dans ton exemple là, peut-être que ce coiffeur ou cette coiffeuse-là vit des choses dans sa vie personnelle ou vie professionnelle qui fait que ce matin-là, elle n'était pas bien préparée, elle n'était pas bien concentrée et elle a fait cette erreur-là. Donc, c'est très important tous les matins pour les personnes qui sont dans des environnements ou des contextes dits critiques de pouvoir mettre de côté leur situation personnelle, familiale, en tout cas tout ce qui peut faire que le mindset ne sera pas le bon pour évoluer au jour le jour, au fait. C'est ça, exactement. Et évidemment, on n'est pas des machines. On ne peut pas faire on-off, ça c'est sûr. Mais ce que je vous ai dit au tout début, et tu vois, je ne savais pas qu'on allait en arriver à ça, c'est quand je disais tout à l'heure que le meilleur conseil qu'on m'a dit, c'est de ne pas me laisser. Quand je disais de laisser couler, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment laisser couler certaines choses. Il y a des choses avant, par exemple, un exemple, j'arrive à la boulangerie. La boulangerie, c'est là où tu t'attends à ce que tout le monde soit bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous sers? Et avec ceci. Et parfois, quand j'étais mal reçue, franchement, je le prenais mal, mais comment ça se fait? Mais tu vois, ou quand je voyais quelqu'un mal parler, je pouvais leur dire, mais enfin, tu vois, essayer de défendre la personne. Mais en fait, la personne qui est dans une boulangerie, les boulangers, les pâtissiers, mais ils se réveillent à 3 heures du matin. Ça fait depuis 4 heures qu'ils sont sur le pont et nous, on arrive à 9 heures, tout frais, tout prêt à partir en attendant un grand bonjour. Donc ça, par exemple, maintenant, mais tu me dis bonjour, tu me dis pas bonjour, tu me parles mal, tu as peut-être des problèmes, tu as peut-être des soucis. On en a tous et on va pas aller s'énerver et ensuite mal performer parce que déjà, nous, on est mal, ça va nous énerver. Ça, j'en ai pas parlé parce que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais la gestion du self-control par rapport justement à l'énergie des autres. Si on s'énerve, Très bien. ça monte. Si ça monte à l'intérieur, ça prend quelques secondes pour passer de 0 à 1000, mais par contre, ça prend des heures pour redescendre. Tu vas arriver au C'est vrai. travail, tu vas être énervé, tu vas avoir les nerfs à vif, tu vas mal prendre ce qu'un collègue va te dire, alors que si tu étais tranquille, tu l'aurais pas mal pris et que la personne t'a parlé correctement. Donc, c'est en ça qu'un environnement critique, on imagine souvent, en effet, un bloc opératoire, on imagine Hmm. souvent un avion dans un contexte très compliqué, comme on peut voir dans les films notamment. Mais ça peut être, ou alors une salle en bourse où on voit les traders qui sont en train de s'activer. Mais tu vois, n'importe quelle situation à une petite échelle, ou en tout cas à une échelle individuelle, peut devenir un environnement critique pour la personne et à gérer dans toutes ces facettes-là. Parfait. Je pense que c'est clair pour moi, mesdames et messieurs. J'espère que c'est clair pour vous. On va enchaîner maintenant avec la deuxième partie de la masterclass, qui est l'étude de cas. Et bien sûr, vos questions et réponses, voilà, je commence à les voir venir, hein. N'hésitez pas. Lydie va en prendre quelques-unes à la fin de la séance. Elle ne pourra pas tout prendre parce que c'est au cas par cas, comme elle dit, hein. Il n'y a pas de réponse généralisée. C'est votre situation qu'elle devra analyser pour vous donner des conseils par la suite. Donc, elle va en prendre juste quelques-uns. Mais avant cela, on va démarrer, Lydie, avec l'étude de cas. Comment Ouais. Lydie Tissot a bâti une cas. Hello, vous avez aimé ce contenu?
Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.